Nous allons faire vite sur l'organisation, on pourrait presque dire, de la production de défis métiers. Alors nous avons une finalité commune, hein, je pense, et qui tourne à une véritable obsession, c'est le bénéficiaire qui doit être au centre de nos préoccupations quotidiennes, le bénéficiaire et l'accès à l'emploi. Éventuellement, s'il y a besoin d'une formation, eh bien, accès à la formation. Mais c'est d'abord le bénéficiaire et l'emploi. Et notre travail, c'est d'aider l'opérateur, d'aider le professionnel qui va permettre à ce bénéficiaire d'accéder à l'emploi. Donc ça, c'est ce qui est vraiment présent et ce que nous discutons avec les équipes assez souvent pour dire comment ça peut être plus efficace ce que l'on fait. Pour être plus efficace, pas 36 solutions, il faut apporter un certain nombre d'informations parce que c'est là le facteur clé sur lequel nous jouons et sur lequel nous sommes de toute façon positionnés le plus. L'information sur les formations disponibles, la présidente l'a rappelé tout à l'heure, très justement, on le sait, dans tous les ateliers utilisateurs et les rencontres que l'on a, systématiquement, c'est la date réelle de session, le lieu de réel de session, est-ce qu'il y a encore des places disponibles ? Le problème là, c'est que nous sommes tous concernés, puisqu'il faut que les organismes de formation mettent à jour ces données-là, parce que nous ne pouvons pas, nous, le savoir, il y a une organisation. Il faut que nos services soient plus efficaces, relance peut-être, etc. En tout cas, l'objectif, et là on va se concentrer cette année, c'est sur ces informations-là qui doivent être apportées. Elles sont fondamentales pour pouvoir mieux orienter les bénéficiaires. Le deuxième type d'information, ce sont les informations au bon moment, parce qu'il faut qu'elles soient le plus en temps réel possible. Les mises à jour des bases de données se font toutes les nuits par rapport à notre site. Une disponibilité permanente, c'est pour ça qu'on utilise plus du numérique et plus du web. Le papier n'est pas assez en disponibilité permanente. Et puis un accès rapide. Donc bien entendu, là aussi, c'est une problématique technique. De l'information nécessaire sur l'information sur les financements mobilisables, ça aussi c'est une demande importante, sur les dispositifs, les systèmes d'accompagnement, l'accueil, l'information, etc. Donc ça c'est bien entendu des informations clés pour être le plus au service possible des bénéficiaires et des acteurs. Et puis l'information sur les emplois possibles, parce que il faut parler des métiers, des secteurs, comme on dit, métiers et secteurs qui recrutent, c'est-à-dire là où il y a des possibilités, des entreprises qui sont sur les différents territoires, et puis tout ce qu'il y ait accessibilité et mobilité, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Je passerai très vite sur un point clé, qui sont les besoins identifiés et l'analyse que nous en faisons. Salia l'a rappelé tout à l'heure, le besoin de relation et le besoin de contenu en termes d'information et en termes d'analyse, sont les éléments clés sur lesquels nous nous concentrons. Le besoin de rencontrer, comme aujourd'hui par exemple entre autres, mais le besoin aussi d'être informé, vous l'avez signalé dans le sondage tout à l'heure comme étant la priorité des priorités, normal, le besoin de gagner du temps, bien sûr, et tout ça étant au service du besoin de co-construire, de prendre des décisions, d'agir, et c'est là-dessus que nous allons. Alors nous y allons bien entendu par une information experte et utile, d'abord quand il faut, puisque il y a différents champs d'intervention, puisqu'il y a besoin de décider. Décider, il faut une information plutôt stratégique. L'OREF, bien entendu, essaye d'apporter pas mal d'informations, mais pas seulement, puisque c'est tout un ensemble de professionnels qui doivent apporter cette information. Besoin de décider, mais besoin aussi de piloter. Donc là, une information plus, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, information de suivi, du feedback de retour. Besoin aussi, bien entendu, de réaliser, puisque ça c'est l'objectif final, être au contact par une information pratique, être au contact des bénéficiaires par exemple. Et puis quand on pilote, il faut adapter les structures, adapter les prestations, l'offre de services comme on peut dire, et là il faut une information opérationnelle. Donc notre travail se concentre là-dessus, sur des informations qui tournent très simplement autour de deux piliers. D'abord l'information sur l'offre de formation, et quand on dit offre, c'est aussi offreur, puisque sur ce qu'on appelle l'offre sur financement public, c'est assez facile
d'avoir une offre. Nous avons sur Défi Métier l'ensemble de l'offre sur financement public, mais bien entendu en Île-de-France, c'est pas pareil qu'ailleurs. Souvent on me dit mais comment ça se fait que vous le faites pas à la main directement, comme ça vous rentrez les organismes. C'est vrai, on a discuté avec des collègues du Limousin il n'y a pas son nom. 190 organismes de formation, pas de problème, on le fait à la main. Quand il y en a 22 000 comme en Île-de-France, ça devient très compliqué. Et quand on multiplie les actions de formation et les sessions qui vont avec, c'est très compliqué. On dit ça simplement pour essayer de faire comprendre la difficulté qu'il y a à rassembler cette offre de formation. Nous avons mis en place une base de données depuis 2010 et nous travaillons avec des équipes. Nous avons doublé les équipes l'année dernière pour justement y aller encore plus vite. Donc on va continuer l'année prochaine. Le deuxième pilier, c'est la relation emploi-formation. Il faut la comprendre, mais il faut aussi l'aider. Donc ça, c'est aussi le deuxième pilier qui a été donné à Défi Métier comme étant des objectifs plus que prioritaires. Tout ça en s'appuyant sur une connaissance de la formation professionnelle, bien entendu, mais aussi du développement économique et des territoires. Là aussi, sont des éléments que nous allons creuser. Il y a des partenariats qui se construisent, comme avec l'IAU, par exemple, pour justement aller dans ce sens-là. Alors, pour terminer là-dessus et vous donner un peu les éléments sur lesquels nous travaillons. D'abord, systématiquement, on part des spécificités de l'Île-de-France. C'est souvent un peu oublié, je viens de le dire sur la volumétrie, par exemple, de l'information. C'est pas innocent, ça pèse sur la façon de gérer l'ensemble de l'information. On part de l'Île-de-France, les spécificités, on travaille en ce moment là-dessus, parce qu'on entend beaucoup parler dans les réunions et on n'a pas beaucoup de gens qui nous disent quelles sont les spécificités de l'Île-de-France plus spécifiquement, et il y en a beaucoup. Donc on part de ça et on construit de l'observation, des diagnostics et des analyses. Pour nous, le point de départ, il est là. Il faut qu'on produise quelque chose qui apporte et qui donne un point de vue, qui donne de l'information, mais aussi un regard spécifique sur la formation professionnelle, l'orientation et ce champ emploi-formation. À partir de l'observation et des diagnostics, nous organisons notre production sur 4 grands éléments que nous mettons en synergie systématiquement. C'est du présentiel avec des ateliers utilisateurs, GIRIF, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, au rendez-vous de la formation. Pour nous, on continuera, c'est essentiel. Plus on fait du numérique, plus on risque de s'éloigner humainement, et c'est fondamental pour nous de ramener de la relation humaine et de la rencontre. Vous l'avez signalé comme étant un élément clé tout à l'heure. Deuxième pilier que l'on met en synergie, c'est le web, bien entendu. Il n'y a pas si longtemps encore, on avait encore des bibliothèques papier chez nous, donc on est passé vite au web, à être un centre de ressources numériques pour les professionnels. C'est ce que nous faisons de plus en plus. Alors le web, bien entendu, mais les publications, comme vous l'avez dit, magazines, bien entendu, de l'imprimé, même si un PDF, ça peut être de l'imprimé qu'on télécharge, en quelque sorte. En tout cas, les publications sont essentielles parce que c'est un autre type d'accès à une information, par exemple pour des chiffres clés ou des synthèses. Et puis le quatrième pilier, ce sont les outils numériques. On va vous le montrer tout à l'heure par un outil qui s'appelle ODéfi, mais sur des cartographies, sur du RSE, sur des tableaux de bord, il y a encore beaucoup à faire pour amener une information, pour faire gagner du temps, vite, rapide et présente en permanence. C'est en tout cas cette synergie qui active l'ensemble de ce que nous faisons. Tout ça pour être, et c'est la mission qu'on nous a donnée, un système d'information, une information experte et utile pour les professionnels d'Île-de-France. Merci. Merci Bernard. Donc vous avez eu la présentation la plus complète là, du système Défi Métier, du système d'information, complète dans le sens d'une sorte de cartographie des modalités d'information. Alors à vous la parole. Oui, madame, un micro. Oui, ma question porte sur l'observation Myriam Audouze, Maison de l'Emploi de l'Est du Val d'Oise, donc autour de Roissy.
Ma question porte sur l'observation du territoire, puisque effectivement, je crois que dans les développements que vous aviez, était annoncé un outil qui devait permettre ensuite une exploitation territoriale de façon à justement pouvoir appréhender l'offre qui existait en fonction des diagnostics qu'on pouvait faire. Je voulais savoir où ça en était. Merci. Bernard, tu réponds. Oui, nous sommes dessus tous les jours. Et quand on se met sur un outil comme ça, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de difficultés qu'on n'avait pas prévues du tout parce qu'on ne s'était pas occupé avant. Quand vous devez géolocaliser, il faut les données de géolocalisation, elles n'y étaient pas dans les bases, bien entendu. Quand vous voulez situer, par exemple, de l'offre de formation, est-ce qu'il faut avoir en géolocalisation le siège de l'organisme de formation, le lieu où les organismes, par exemple, font leur recrutement, ou bien le lieu où il va y avoir la session de formation réelle? Et on s'est aperçu là aussi qu'il n'y avait pas forcément toujours le lieu de session réelle. En tout cas, il était pas nécessaire à communiquer de cette façon-là. Donc ce sont simplement des exemples de dire on avance tous les jours. En fait, on lève tous les freins qui s'étaient structurés un peu pendant des années pour justement arriver à être plus précis dans les cartographies, dans les données qui peuvent être mis en avant dans les différents territoires et sur les différents sujets. Je vous invite à aller sur notre site assez souvent pour voir les avancées qu'on va proposer. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une obsession pour nous d'aller vers ça. Je vais avant peut-être de passer la parole à d'autres, il y a d'autres personnes qui auront... Allez-y alors. Bonjour, je représente un organisme de formation. Je voulais juste savoir s'il y avait toujours la limite de 100 heures de formation et s'il y avait une évolution prévue. Merci. Oui. Alors la limite de 100 heures, c'est pour ce qu'on appelle l'offre de formation non conventionnée ou qui n'est pas sur financement public. Parce que cette limite n'est pas, bien entendu, sur l'offre de formation qui a été conventionnée en financement public. Puisque là, il n'y a pas de limite d'heures. D'accord ? Elle est encore présente, je vous dis ça comme ça. On est en train de tout faire pour petit à petit la lever. Oui. C'est très simple. Je parlais tout à l'heure d'une problématique qui est la volumétrie. C'est que si on veut la lever, il faut qu'on puisse répondre à tous les organismes de formation et qu'on puisse fiabiliser l'information et la donnée qui va donc être présente sur le site. Pour la fiabiliser, il faut prendre une par une action. Est-ce que l'organisme de formation a son numéro de déclaration d'activité? Est-ce qu'il est encore existant? Donc, Sirène, hein? Est-ce que c'est le bon Sirène? Est-ce que son code NAF, par exemple, est le bon? Est-ce que les informations qui sont donnant sont cohérentes, tiennent la route, etc. En tout cas, nous avons un travail et une procédure de fiabilisation des données systématique pour que se tiennent. Sinon, on est un annuaire et on peut mettre n'importe quoi. Mais ce n'est pas possible pour les professionnels de l'orientation aussi et le public. Donc il y a cette contrainte-là et il y a la spécificité de l'Île-de-France et la volumétrie énorme que ça représente. Je vous disais tout à l'heure, 22 000 ou 24 000, ça dépend des semaines, organismes de formation. Pour l'instant, on a plutôt identifié avec les études que nous avions faites et qu'avait fait le CES de la Direct, par exemple, à peu près 10 000 organismes de formation qu'on va considérer comme actifs et dont c'est l'activité principale. Et c'est là-dessus qu'on se concentre dans un premier temps, de rassembler ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va descendre petit à petit cette limite des 100 heures et essayer de descendre à 40 heures, par exemple, qui serait une première étape, et ensuite de lever. Mais c'est extrêmement simple pour le faire. Il faut qu'on triple, voire quadruple les équipes. Parce qu'à un moment donné, il faut les possibilités de le faire. Donc là, c'est un message à peine voilé à notre gouvernance. Mais il est possible d'aller beaucoup plus vite. Oui. Oui, oui. Effectivement, la question se posera avec de plus en plus d'acuité avec la mise en place du CPF, puisque la durée des formations est en train de bouger pour s'inscrire dans le cadre de parcours. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose de plus en plus souvent.
Et c'est vrai aussi que, compte tenu de la volumétrie, nous n'avons pas les moyens de qualifier l'offre, donc de garantir l'information, puisque la présidente vous l'a dit, nous sommes un service public et donc nous avons à garantir la fiabilité de l'information que nous délivrons. Et le champ de la formation est un marché comme un autre, et donc là, rentrer 22 000 organismes, c'est important. Voilà, il y a oui. Excusez-moi, juste en complément de monsieur, je suis organisme de formation également et je suis très présente sur Dochelio. Et la grosse spécificité, c'est vrai pour les formations de moins de 100 heures, c'est lorsqu'un demandeur d'emploi va à Pôle emploi, je ne sais pas s'ils sont tous présents aujourd'hui, mais il va à Pôle emploi, il demande une formation qui est éligible au CPF et on ne peut pas, nous, l'intégrer dans Dochelio. On se fait refuser parce qu'elle est de moins de 100 heures. J'ai déjà testé, j'ai essayé. Oui. Voilà, on se fait refuser pour les moins de 100 heures et on nous dit, eh bien, demandez à Pôle emploi, ils ont toute la latitude pour rentrer directement et saisir les informations dans Dochelio. Certes, je veux bien, sauf que dans les agences Pôle emploi, peut-être, malheureusement, l'information n'a peut-être pas forcément été relayée auprès des personnes, je ne sais pas, je ne veux pas... Oui. Mais en tout cas, je serais plus à même de remplir pour le compte de Pôle emploi, qui certainement ne connaît pas toutes les informations sur cette formation, qui est éligible et qui... Enfin voilà, ça, là en ce moment, ça nous pose un véritable problème où à chaque fois, on a des courriers de Pôle emploi qui nous disent « Mettez votre offre dans Dochelio ». On aimerait bien. Voilà, je vous le dis simplement, on aimerait bien la mettre, mais on se revoit refuser à chaque fois. Oui, oui, c'est prévu. On a bien identifié cette difficulté entre Pôle emploi et les organismes et Dochelio, donc défi métier. Et donc, nous avons prévu de résoudre, Stéphane et son équipe a rencontré Pôle emploi pour avancer sur cette dimension. Ce qui est important à préciser quand même, c'est que Pôle emploi ou les organismes extérieurs ne peuvent pas créer d'organismes de formation dans Dochelio. Donc c'est faux qu'ils le créent. Ils peuvent simplement mettre à jour. Ça passe forcément par nous. Donc on l'a mis effectivement comme priorité immédiate. Je vais vous le dire, on en a parlé ces jours encore, pour faire en sorte de pouvoir effectivement faire rentrer l'offre du CPF, c'est-à-dire ce qui est éligible au CPF, on ne va pas rentrer dans le détail, et y compris ce qui est moins de 100 heures. C'est donc un peu le critère qui va nous permettre de commencer à prendre du moins de 100 heures dans la base de données Dochelio. C'est justement celle qui sera possible par le CPF. C'est la priorité du moment. Je dirais que dans ces cas-là, c'est par nous qu'il faut passer et nous envoyer à nous à ce moment-là un mail et à l'équipe Dochelio. Si vous avez cette problématique, c'est nous qui pouvons déclencher, mais ce n'est pas Pôle emploi. La difficulté qu'il y a avec Pôle emploi, c'est que des fois, ils créent dans haute formation directement des fiches, mais qui ne nous reviennent jamais. Donc ça crée un petit mélange, c'est qu'en plus, les autres ne peuvent pas en bénéficier.